Bonjour. Donc nous sommes à J-1, nous sommes le samedi 12 décembre. Et donc même aujourd'hui, il y a déjà une première réunion qui est prévue à la suite du Café Tao. Vous me retrouvez à 18 h au Ballon Rouge, rue Abel Gance, par contre, le grand cinéaste, pour une première rencontre, une forme de débat comme ça, une veillée d'une heure et demie avant le grand jour. Ceux qui ont envie de participer d'ailleurs à ce Café Tao, qui est consacré non pas à l'astrologie, mais qui est consacré à des questions existentielles, l'histoire personnelle, qu'est-ce qu'elle signifie, etc. Et ça commence à 16 h. Je voudrais vous dire quelques mots dans cette dernière vidéo qui précède le colloque, mais qui fera partie du colloque de toute façon. Je voudrais d'abord dire pourquoi nous avons décidé de nous concentrer sur des personnes qui habitent la région parisienne. Parce que je ne veux pas que des gens se déplacent de loin et qu'à cause de cela, on soit obligé de leur accorder une importance particulière, voyez-vous. Hein, quelqu'un qui est venu, qui est à 500 km ou à 1000 km, on est obligé de le ménager, de lui dire voilà, et puis surtout si on a participé à ses frais, donc on le ménage, et à force de le ménager, on lui accorde un temps considérable aux dépens de l'ensemble des personnes. Donc ça, c'est une position extrêmement claire. Les gens viennent à notre colloque, on ne leur doit rien, ils viennent, s'ils ont envie de dire des choses, et si ça passe, tant mieux, mais il n'y a pas de bonus liés à l'éloignement que l'on aurait connu pour venir jusque chez nous. D'où la notion d'académie d'astrologie de Paris, et quand je dis Paris, j'entends évidemment l'Île-de-France. Donc pas d'effort spécial pour être des nôtres, ça je crois que c'est nécessaire. D'autre part, ce colloque, c'est également le 60e anniversaire de la publication du premier ouvrage de Michel Gauquelin, L'influence des astres, paru aux éditions du Dauphin en 1955. Et cet ouvrage est très intéressant parce que en 1955, Gauquelin ne s'intéressait qu'à 3 planètes. Vous avez un tableau d'ailleurs récapitulatif qui est à la page 214, où on voit Jupiter, Mars et Saturne. Et voilà. Donc, il ne s'intéresse qu'à 3 planètes, qu'au combinatoire entre ces 3 planètes, et il ne mentionne pas dans ses résultats statistiques ni la Lune, ni Vénus. Parce que finalement, généralement, on dit qu'il a trouvé 5 planètes qui font sens. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux être raisonnable et parler d'une trinité. Trinité qui est bien connue du Mésil, le grand anthropologue du Mésil, qui a montré l'importance du 3 dans toute la civilisation indo-européenne. Et ce ternaire, on le retrouve dans les 3 castes de l'Inde, les prêtres, les brahmanes, donc les guerriers, et puis les gens de la terre, les paysans, qui pourraient correspondre d'un côté à Mars, de l'autre côté à Saturne. Et je crois qu'effectivement, il est beaucoup plus satisfaisant de s'en tenir à cela. Et d'autre part, lorsqu'on regarde le monde autour de nous, c'est bien le ternaire qui nous apparaît, avec effectivement les gens qui sont là comme leaders en quelque sorte, ceux qui sont des producteurs au niveau basique, des producteurs, des gens de la terre, mais qui peuvent aussi être des gens de la médecine, parce que la médecine antique, c'est une médecine de la terre, c'est une médecine des herbes, hein, c'est pas une médecine chimique. Et puis le groupe martien, dont là aussi on peut, qui sont les titulaires qui ont le monopole de la violence publique au niveau de la justice, au niveau de la police. Ce sont les seuls qui ont le droit normalement d'être armés.
Et voilà donc un ensemble de 3 personnages qui, à mon avis, correspond assez bien à ce que nous percevons du monde. Et vous savez l'importance que j'accorde pour les astrologues à regarder le monde, à observer le monde. Et d'autre part, je voudrais revenir aussi sur l'astrologie indienne, dont j'ai parlé récemment. L'astrologie indienne, elle, comme l'astrologie occidentale, elle a subi des dommages, elle a subi des modifications. Et on a vu pour Gauquelin déjà, il y a eu des modifications, pas forcément heureuses. Je crois que le système indien fonctionnait en fin de compte, comme on l'a dit, sur la Lune, mais que la Lune ne peut pas être à la fois l'élément moteur, le marqueur, et à la fois un élément récepteur. C'est là qu'il y a une confusion. Donc effectivement la Lune, on dit dans la mythologie des Upanishads, etc., que la Lune a 28 épouses, donc c'est un élément masculin. La Lune ne peut donc pas être à la fois l'époux et l'épouse. Et quand on regarde, ça me rappelle d'ailleurs une conférence que j'avais donnée en 1976 de réforme de l'astrologie à Bombay et à Bangalore surtout, en présence de Raman, où je disais, regard de l'astrologie occidentale sur l'astrologie hindoue, quelles sont les corrections. Et à cette époque déjà, j'avais étudié la question des dasas. Mais je reviens sur cette question des dasas pour dire que si on prend les 120 ans auxquels correspondent les dasas, ben 120 divisé par 9, ça ne donne pas un chiffre rond. En revanche, si vous faites 120 divisé par 8, là ça donne 8 fois 15. Voyez-vous, 8 fois 15, ça donne 120. Donc ça prouve bien que le chiffre de 120 correspondait à l'attribution de 8 facteurs et non pas de 9 facteurs. Donc il n'y avait pas la Lune. En revanche, il y avait les 6 planètes qui tournent autour de la Terre, et dont le Soleil, et puis les nœuds de la Lune, Rahu et Ketu, nœud ascendant, nœud descendant. Et donc là aussi, voyez-vous, l'astrologie hindoue, elle a aussi perdu un peu de sa cohérence, de sa rationalité avec le temps, parce qu'il y a des accommodements, des arrangements qui se sont faits. Et c'est vrai aussi pour les domiciles des planètes. Dans l'astrologie occidentale, notamment à partir de Ptolémée, les doubles domiciles. Nous avons 2 domiciles pour Mars, 2 domiciles pour Jupiter, 2 domiciles pour Mercure, 2 domiciles pour Vénus, 2 domiciles pour Saturne, et pour les luminaires, on a un domicile pour le Soleil et un domicile pour la Lune. Comme si, en fin de compte, le double domicile du Soleil avait été coupé à un moment donné pour donner Soleil et Lune. Et donc on serait passé du système à 6 facteurs, plus la Lune qui est l'élément moteur, à un système à 7 facteurs. Là aussi, donc, il y a quelque chose qui s'est déconstruit, qui s'est déstructuré. Donc je voulais vous dire cela. Et puis je voudrais revenir aussi sur la question de la mythologie. J'y avais fait allusion la dernière fois, mais je n'avais pas à développer. Je pense que c'est amusant de le développer. À savoir que dans la mythologie, Saturne, Chronos, dévore ses enfants, et Jupiter échappe à ce sort-là. Or, quels sont les enfants qui sont dévorés? C'est Neptune, Pluton, Junon, Vesta et je crois Pallas, qui sont les frères et sœurs de Jupiter. Or, ces frères et sœurs ne sont liés à aucune planète. C'est extraordinaire. On va les associer, bien sûr, à partir de 1780, à partir de 1801, aux astéroïdes, puis à Neptune, puis à Pluton, 1846 pour l'un et 1930 pour l'autre. Mais c'est bien beaucoup plus tardif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout se passe comme si la mythologie s'était articulée sur l'astronomie. C'est-à-dire qu'en astronomie, on n'avait que 7 planètes ou 6 planètes, et donc on ne pouvait pas caser tous les dieux. Eh bien, pour justifier qu'on ne pouvait pas caser tous les dieux, on a dit, ben, finalement, les autres dieux, ils ont été dévorés par leur père, etc. etc. Voyez-vous, c'est très intéressant de montrer que la dialectique entre mythologie et astro. À ce propos, je vous rappelle
que la grande thèse qui sera débattue à ce colloque, et c'est la suivante, c'est-à-dire que le nom des planètes, l'évocation d'un dieu planétaire, ne signifie pas qu'on doit le considérer en tant que dieu, en tant que planète. D'ailleurs, moi-même qui ai fait un travail en 77 sur Abraham ibn Ezra, aux éditions Retz, comment ça s'appelait ça, le livre des fondements astrologiques et le commencement de la sapience des signes, eh bien, j'étudie la question des décans, la question des termes, et on voit bien là qu'il y a des attributions avec des noms de planètes qui ne correspondent évidemment à aucune position planétaire. Et c'est vrai aussi pour les domiciles et les égatations. On peut croire, alors ça c'est un problème de décodage, on peut lire ces documents comme indiquant que ça permettra de savoir si la planète qui va passer sera forte ou pas forte à un point donné de son parcours. On peut dire ça. Mais on peut aussi avoir une autre lecture qui à mon avis est plus juste, de dire non, quand la Lune passe sur ces points-là, elle prend une tonalité liée à Mars, liée à Jupiter, liée à Saturne, etc. C'est pas du tout la même démarche. Donc il y a ces deux lectures qui sont possibles, et c'est la lecture qui l'a emporté depuis pas mal de temps, c'est la lecture qui voudrait justifier l'utilisation de toutes ces planètes, mais l'autre lecture, elle a gardé des traces marquantes, notamment dans l'astrologie hindoue, mais également, bien que ce soit des documents qu'on puisse lire à plusieurs niveaux, il y a une autre lecture qui, à mon avis, est probablement la plus juste, parce que autrement on va dans le désordre total, dans l'inflation totale, à savoir qu'il y a un facteur, et un facteur uniquement, qui circule et qui a un cycle, et au cours de son cycle, eh bien, on va qualifier les phases de ce cycle en utilisant une symbolique mythologique, mais pas en impliquant pour autant que tous ces symboles mythologiques, tous ces dieux mythologiques, impliquent nécessairement la présence d'une planète, au sens le plus matériel du terme. Et donc là, j'en ai parlé déjà l'autre jour, donc la Lune, l'idée d'un ce qu'on appelle l'uniplanétarisme, c'est-à-dire qu'il y a une seule planète en tant qu'elle est facteur mobile qui bouge, et puis il y a des facteurs fixes qui sont notamment les étoiles fixes, et là on peut effectivement qualifier les phases successives en utilisant une terminologie qui finalement est ternaire et qui est finalement celle de Gauquelin, à savoir qu'il y a et qui est celle aussi ce qu'on appelle les gunas, les quadruplicités, c'est-à-dire les signes cardinaux, les signes fixes, les signes mutables qui reviennent 4 fois de suite, d'où le mot quadruplicité. Et donc à partir de ce moment-là, on voit bien qu'on arrive aux 12 signes du zodiaque, etc. Voilà. Le bélier, signe cardinal de feu, le taureau, signe fixe de terre, les gémeaux, signe d'air mutable, etc. Et on recommence. Donc, on a là à nouveau un ternaire qu'on retrouve chez Gauquelin, et ça esquisse une théorie cyclique qui veut que toute phase soit subdivisée en 3 temps, le temps saturnien, le temps jupitérien, le temps martien. Moi je parle de point de vue historique, probablement c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant il y a eu d'autres temps il y a eu d'autres moments importants qui ont consisté notamment à remplacer la Lune par Saturne, de façon à avoir quelque chose de plus cohérent. Je parlais l'autre jour de Rudyard, qui reliait de facto la Lune à Saturne, parce que il suffit de prendre un jour pour un an et on passe de la Lune à Saturne. Donc effectivement, l'astrologie saturnienne, c'est une astrologie lunaire en réalité. Saturne, c'est une sorte de prolongement de la Lune, d'octave supérieure de la Lune. Voilà, donc vous voyez que l'on a on a du grain à moudre, on a sur la planche des choses à faire, et ça me paraît important. Voilà, maintenant je suis prêt pour animer ce colloque, je me suis préparé, je me suis entraîné, et on va voir si j'arrive à faire avancer les esprits. En tout cas, je crois qu'on va introduire du doute,
on va introduire de la dualité, on va faire comprendre qu'il y a plusieurs lectures possibles de la tradition. Alors certains me diront, oui, mais nous avons vérifié ceci, nous avons vérifié cela. Écoutez, soyons sérieux, parce que les protocoles de vérification dont les astrologues nous parlent sont généralement assez peu fiables, assez douteux, je dirais même, c'est le cas de le dire, et par conséquent, il vaut mieux avoir une méthodologie cohérente, c'est-à-dire avoir une conception cohérente de la tradition astrologique, la purger un certain nombre de scories. Il faut aussi relier l'astrologie à des choses qui existent réellement, des choses qu'on peut observer, n'est-ce pas? Comme les 3 grandes catégories que Gauquelin signale. Vous vous souvenez que c'est comme ça qu'il a travaillé, Gauquelin. Il a travaillé à partir de catégories existantes, et après il est allé voir ce qui dans le ciel pouvait corroborer ces 3 catégories. Mais c'est comme ça que je pense qu'il faut travailler. Hein, et donc ce colloque est bien un hommage rendu à Michel Gauquelin, à sa méthodologie, à ses travaux. Effectivement, il y a une astrologie ternaire de division de la société en trois groupes, et d'une certaine manière, ensuite on a introduit le cycle de la Lune, le cycle de Saturne, pour mettre en perspective, en cyclicité, ces 3 catégories, ces 3 types, et voilà comment le système s'est établi, n'est-ce pas? Une tripologie ternaire, cette tripologie ternaire dans l'espace va donner naissance à une cyclologie ternaire dans le temps.